Bah quoi? Taisez-vous! Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire. Alors écoutez-moi. Votre petit style cache une âme fausse, un vide profond. Quand j'ai su que vous n'aviez pas hésité à attaquer une œuvre que vous n'avez même pas vue. Je parle de ce film bosniaque. Non, certes, enfin, vous savez tous ici de quoi je parle. Quand j'ai appris ça, j'étais horrifié, j'ai pas voulu le croire. Alors, la suite, vos dénégations alambiquées dans des publications complaisantes m'ont ouvert l'esprit. L'écaille m'est tombée des yeux, j'ai compris. Plutôt, j'ai vu avec les yeux de l'esprit, comme maintenant je vois avec mes yeux de chair. Petit voyou des lettres que vous êtes. Le typique exemplaire français de l'arrogance intellectuelle et du vide du cœur. Mais je ne comprends pas comment mon neveu, qui nourrit pour vous une niaise admiration, mais mêlée d'un peu de rancœur, a pu imaginer que j'allais vous recevoir chez moi de bon cœur. Vous dites rien, vous taisez, vous n'avez rien à dire. Non. Vous ne défendez pas, vous ne vous insurgez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous resterez un éternel affamé. Un critique. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien entendu le Dr Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Une émission un peu particulière puisque nous sommes très loin de chez nous, nous sommes dans les studios de Radio Bartas à Florac en Lozère à l'occasion d'un festival. Parle-moi de cinéma ou parle-moi cinéma d'ailleurs. Parle-moi cinéma, merci, c'est ça. Merci Antonin. Une émission particulière aussi puisque nous avons de nombreux invités autour de notre table. Nous avons décidé aujourd'hui pour parler de cinéma justement d'inviter les gagnants du blind test que nous avons organisé hier soir dans une cave. Est-ce que tu as mentionné qu'on était dans les locaux de Radio Bartas? Oui, pardon, excuse-moi. Merci Antonin d'écouter ce que je raconte. Je ne t'écoute plus depuis des années, mon pauvre Étienne. C'est très gentil, merci Antonin. Mais au moins je l'aurais dit 2 fois, donc ça y est, le contrat est honoré. Je vais présenter donc les gagnants de ce blind test que nous avons organisé pour ce festival et nous remercions d'ailleurs les organisateurs de ce festival de nous avoir invités. Donc merci à eux, merci Guillaume, merci Pierre, merci à Nouvelle Dimension de nous avoir proposé de faire ça et de faire cette émission aussi aujourd'hui. Nos invités, donc autour de cette table, nous avons Vincent Jourdan. Bonjour Vincent. Bonjour. Qui a gagné, donc qui est l'un des gagnants de ce blind test et qui a aussi écrit un livre qui est sorti chez Leitmotiv Édition. Tu me dis quand je dis une bêtise. Pour l'instant, tout va bien. Sur Sergio Corbucci. Tout à fait. La somme sur Sergio Corbucci. Quand même. Je continue les présentations. Évidemment, je vous laisserai revenir sur vos travaux respectifs après. À côté de toi, Franck Lafont. Bonjour Franck. Bonjour. Donc, un autre gagnant du blind test. Bravo à vous d'ailleurs. Bravo d'avoir réussi ce défi. Qui n'est autre que l'auteur d'une somme sur Samuel Fuller, sortie elle chez Rouge Profond. Oui, tout à fait. Voilà. Pareil, vous me dites si je me trompe. Non. Et notre dernier invité, Thierry Jousse. Alors, beaucoup de casquettes, monsieur Thierry Jousse. Merci d'être présent, vous aussi. Merci à vous. Bravo d'avoir remporté, vous aussi, ce blind test. Thierry Jousse, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, a été notamment rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, qui continue à officier sur France Musique. C'est Ciné Tempo en ce moment, tu me dis. C'est ça, voilà. absolument.
Et qui a écrit aussi sur le cinéma, notamment sur John Cassavetes. On en avait déjà parlé il y a une douzaine d'années ensemble. J'ai pas de somme à présenter, moi, contrairement à mes deux camarades. C'est vrai que tu aurais pu faire un effort. Je peux essayer de faire un somme éventuellement. Tu as eu le temps. Ça va être ma mission, je crois, pendant cette émission. Je vais vous laisser... alors, pour démarrer de façon un peu brutale, je pense, cette émission, on peut faire un tour de table, à moins que l'un d'entre vous ait tout de suite... puisse répondre très rapidement à mes questions. J'aurais aimé qu'on se lance comme ça sur pourquoi ou comment parler de cinéma. C'est simple comme question. Question un peu vaste, peut-être. Simple mais large. C'est vrai que j'aurais pu préparer quelque chose d'un peu plus spécifique, mais je me dis voilà, le festival en lui-même, qu'on se consacre autour de la critique et du fait de parler de cinéma. Et c'est vrai que moi, il y a une question. Pourquoi est-ce que un jour on se met à parler de cinéma plutôt que d'en faire? Alors Thierry Jousse, lui aussi, t'en as fait quand même. C'est vrai qu'on n'a pas précisé que tu es aussi réalisateur, mais moi, ça me fascine un peu aussi quand même. Pourquoi à un moment parler de cinéma en fait? Ça commence par la parole en général de toute façon, hein. Ça commence par la discussion quand on a envie d'échanger quelque chose avec des amis à 13-14 ans ou je sais pas à l'âge qu'on veut. C'est quand même le début de la cinéphilie ou de quelque chose, d'une espèce de transmission plus ou moins parasitaire, mais il y a quand même quelque chose qui passe par la parole avant tout. Donc finalement le mot parler, moi je le prends quand même au pied de la lettre parce que je trouve que c'est de ça qu'il s'agit. Après on peut écrire, on peut faire plein de choses aujourd'hui sur Internet et ainsi de suite, mais la parole, ça reste quand même un peu le vecteur numéro 1, moi je trouve, de la cinéphilie. Mais c'est vrai que nos invités ont plutôt écrit. C'est vrai que c'est intéressant. Je trouve que tu me reprennes sur ce que je viens de dire, à savoir oui, en effet, parler. Et moi, j'avais en tête, c'est vrai que plutôt ce mot parler de cinéma, c'était avant tout un partage en fait. Pourquoi partager en fait? Pourquoi chercher à partager quelque chose en fait? Enfin, c'est absurde ce que je viens de dire évidemment, hein, mais j'essaye de vous lancer des perches pour m'expliquer d'où vient cette envie, parce que pour moi il faut que ça vienne quand même d'une espèce de passion, d'un besoin, nécessité, même d'une nécessité exactement. Pour moi, voilà, je me pose la question d'où elle vient cette nécessité selon vous en fait. Mais moi, pour aller dans le même sens que Thierry, je crois qu'effectivement au début il y a cette idée de partage, parce que c'est l'expérience d'un film, c'est un grand plaisir. Et ce plaisir, plus il est fort, plus il est intense, plus on a envie de le partager, de le faire découvrir à d'autres. Et je pense qu'un cinéphile, à la base, effectivement, quand on a 13-14 ans, on sort, c'était bien, c'est ceci, on va voir ses copains à la récréation. Moi, je me rappelle à mon époque, dans les années 80, c'est la grande discussion dans la cour de récréation, c'est le film de la veille. Donc, on a envie de faire partager ça à ceux qui l'ont pas eu. Et après, il y a plusieurs strates, c'est-à-dire qu'on va, effectivement, il y a un moment où on voit des films, on en parle. Après, on va commencer à lire sur les films. Et puis après, quand on est vraiment très accro, on commence à écrire dessus parce qu'on veut garder une trace. On veut essayer de construire une pensée autour de ça. Enfin, ça commence à prendre. Il y a un moment où c'est un peu flou. Et puis tout d'un coup, ça prend cette forme. On se dit voilà, je vais structurer quelque chose. Puis à un moment, on se dit, enfin moi, ça s'est passé un peu comme ça. À un moment, on se dit tiens, j'ai quelque chose et je peux vraiment transmettre quelque chose de plus important. Puis après, ça peut aller très loin. Enfin, quand on parlera des livres, on parlera aussi. On va aller chercher des informations. On va aller chercher des documents. On va rencontrer des gens et ça peut aller très loin comme ça, très loin. Mais à la base, il y a ce plaisir, et un plaisir qu'on a envie de faire partager, et ça passe donc par différents... Mais on peut en parler tout de suite, Vincent, parce que du coup, justement, toi, tu as fait, comme Franck, par exemple, à côté de toi, de grosses recherches. Comment, justement, tu construis, par exemple, sur le Corbucci, comment est-ce que tu construis, quelle est ta démarche exactement, justement, pour amener cette pensée, pour pondre cet objet? D'où ça vient? Voilà, ce que toi, tu as au départ écrit sur un blog. Oui, c'est ça. Enfin, c'était un cinéaste qui m'intéressait pour des choses qui venaient de l'enfance. Et puis effectivement, j'ai d'abord eu un blog, donc j'ai commencé à écrire de manière comme on écrit sur des blogs, sur des films qui nous plaisent. Et puis c'est les échanges en fait qui nourrissent les échanges sur les blogs nourrissent la réflexion. Et petit à petit, en fait, c'est là que se construit quelque chose, mais c'est pas aussi défini, c'est-à-dire ça se fait petit à petit. Et à un moment, c'est là où il y a le moment où on se dit tiens, je tiens peut-être quelque chose. Et après, on passe au stade où on se dit comment je peux structurer tout ça. Là, on fait des recherches, donc on va commencer par prendre la filmographie. Il faut partir des films, des œuvres. Il a fait Corbucci, il a fait 60 et quelques films. Fuller, je sais pas, il a bien une quarantaine, facile. Ah non, beaucoup moins. C'est 22, 23 en long métrage et puis quelques épisodes de série télé, c'est tout.
Bon, enfin voilà, il y a une œuvre et voilà. Alors du coup là, on se dit, je vais essayer de faire les choses bien. Je vais essayer de voir déjà tous les films, enfin tous ceux qui sont disponibles. Et puis petit à petit, voilà, ça va se construire de cette manière-là. Enfin pour moi, ça s'est passé comme ça. Pourquoi Corbucci? Pourquoi pas? Merci. Non, parce que après il y a, alors je sais pas, faudra après voir avec mes camarades de table. Dans le cas de Corbucci, il y a un moment aussi où moi je me suis rendu compte que je pouvais apporter quelque chose de plus parce qu'il n'existait rien sur Corbucci. Corbucci n'est pas quelqu'un qui a été étudié. Bon, c'est un réalisateur populaire italien. C'est quelqu'un qui est mort relativement tôt. Il est mort en 90. Il avait la soixantaine. Par rapport à aujourd'hui, tous les faits de mode autour du cinéma bis, du cinéma populaire, etc., il est mort trop tôt. Le pauvre. On meurt toujours trop tôt, mais dans son cas, il est mort vraiment trop tôt. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de ces réalisateurs sont interviewés, ils font des bonus DVD, on peut recueillir leurs paroles. Lui, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a eu un livre qui a été fait en Italie, enfin, qui devait être fait en Italie, auquel il devait participer, un livre d'entretien. Et ce livre, en fait, a été inachevé, puisqu'il est mort au milieu. Et donc, il n'existait rien. Donc, à un moment, on se dit, voilà, il y a quelqu'un que je trouve passionnant, j'ai envie de transmettre quelque chose, et personne ne l'a fait. Donc, peut-être, ça donne une certaine, entre guillemets, légitimité. En tout cas, on sent qu'on peut apporter vraiment quelque chose. Et je passe à ton voisin, Franck, parce que toi, pour le coup, sur Fuller, il y a déjà eu des écrits. Fuller lui-même a écrit son autobiographie. Il y a des écrits beaucoup autour de Fuller déjà. Du coup, tu n'as pas exactement la même démarche par rapport à son cinéma, à te dire justement, là, personne n'a écrit. Alors, tu peux avoir, les gens n'ont pas forcément écrit ce que toi tu voulais écrire, mais quelle est du coup, toi, ta démarche par rapport à lui? Comment à quel moment tu décides, tiens, je vais écrire sur Fuller, pourquoi je vais écrire sur Fuller? En fait, il n'y a pas tant de choses que ça avant la date de publication de mon livre et d'autres livres qui sont sortis dans le sillage ou en même temps. Parce qu'il y avait, certes, l'autobiographie de Fuller ça a été traduite en 2011. Oui, c'est assez récent quand même. Qui est un pavé, bien sûr, qui est une pierre importante, même d'une certaine façon, de son œuvre. Avant cela, en France, il y avait un livre dans les années 80 que j'ai jamais trouvé très passionnant, qui était assez court, qui parlait de quelques films, et finalement, il y avait rien d'autre. Il y avait écrit dans les revues, dans les magazines, il y avait un certain nombre de choses, bien entendu, mais sous forme de livres. Finalement, il n'y avait jamais eu de somme. Et moi, en fait, ma démarche, ça n'a jamais été tant de parler de cinéma avec les autres, pour des raisons tout simplement biographiques, c'est-à-dire que quand je deviens cinéphile, quand je suis adolescent, je suis un petit peu tout seul dans la ville où j'habite. En tout cas, je connaissais pas si on avait d'autres, je les connaissais pas. Et quand je fais un livre, notamment le Fuller, c'est plutôt pour moi une façon de comprendre pourquoi je suis attiré par les films de tel réalisateur. Et d'une certaine façon, il y a toujours un petit peu de moi dans tous les films sur lesquels je peux écrire, mais en tout cas dans les cinéastes auxquels je consacre beaucoup de temps, il y a toujours un petit peu de moi, il y a toujours une petite parcelle de choses auxquelles je me retrouve intimement, mais je ne la comprends pas forcément tout de suite en fait. Donc c'est aussi une démarche un peu introspective d'une certaine manière, ce qui ne veut pas dire bien entendu que j'oublie à un moment ou à un autre que c'est destiné à un lecteur. Bien sûr, j'y pense constamment. Donc quand j'ai décidé de travailler sur Fuller, c'est en fait vraiment aussitôt après avoir écrit mon livre sur Joe Dante. L'autobiographie de Fuller sort et je la lis. Je suis vraiment ému par beaucoup de passages. Il y a notamment évidemment tout ce qui concerne son expérience de la guerre. Ce sont des pages vraiment que tout le monde devrait lire parce qu'il y a 200-250 pages qui sont consacrées à ce moment-là de sa vie. Et je me dis que c'est vrai que j'avais été marqué par certains de ces films, que j'avais éprouvé un choc en voyant Violence à Park-Row, 40 tueurs et Choc Corridor notamment. Et là, voilà, je me dis pourquoi finalement ces films m'intéressent. Et donc je me lance dans un livre qui, au final, ne ressemblera qu'en partie à mon projet initial. J'allais te demander justement, sans rentrer forcément dans les détails si tu n'en as pas envie, mais justement, est-ce que l'écriture t'a aidé vraiment à trouver les réponses aux questions auxquelles tu... Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Non, en fait, l'idée initiale qui reste présente dans le livre, c'était de comprendre pourquoi aussi Fuller est souvent qualifié, comme il le dit lui-même dans son autobiographie, de philosophe de tabloïd. Parce qu'il y a souvent cette idée-là, il y a souvent des étiquettes qui sont accolées à son nom, il y a d'autres étiquettes sont accolées à d'autres réalisateurs, bien entendu. Mais souvent, au bout d'un moment, ces étiquettes sont reprises sans finalement s'interroger vraiment sur leur signification. Qu'est-ce qu'un tabloïd ? Qu'est-ce que vraiment un tabloïd pour Fuller ?
Parce que Fuller, par exemple, a travaillé dans les années 20 et dans les années 30 pour la presse, notamment pour un tabloïd qui était le New York Graphic, qui est considéré par beaucoup de spécialistes du journalisme américain comme le pire des tabloïds qui ait jamais existé. Et Fuller, vers la fin de sa vie, dit que pour lui, c'était le plus beau journal au monde. Ouais. Donc là, on se dit, il y a quelque chose. Pourquoi, finalement ? Et effectivement, il y a en grande partie les clés de son cinéma reposent dans ce qui faisait le cœur de la démarche de ce tabloïd-là. Thierry, toi, quand tu vas écrire sur Cassavetes ou sur des choses plus variées, je pense à pendant les travaux, le cinéma reste ouvert justement. Où là, qui est une compilation d'articles, hein, que moi j'ai lu il y a quelques temps déjà, qui est superbe. C'est la compile. Et ouais, c'est ça, c'est ta compile, c'est ton best-of, tout à fait. Et en fait, d'ailleurs, tu ne pratiques plus trop l'écriture critique. Assez peu, de manière de temps à autre, parce que je pourrais dire. Alors, je voudrais bien revenir sur la question de la parole quand même, juste pour un point, plaisir, parce que pour moi, je me suis aperçu qu'une des expériences fondatrices, entre guillemets, sans employer de trop grands mots, mais ça a été une projection, enfin une séance d'un film de Truffaut qui s'appelle La femme d'à côté, que j'ai vu à Nantes à sa sortie, puisque je commence à être un peu plus âgé. Et en fait, je me souviens très bien parce qu'on était 5 dans on était allé voir le film à 5, et il y avait grosso modo 2 qui détestaient, 2 qui adoraient, dont je faisais partie, et un qui était un peu entre les deux. Bon, donc il y avait une espèce de panier. Après, on va au café, et là, effectivement, il y a une contradiction, une discussion assez dense et assez perturbante presque pour moi, parce que il y a un moment où c'est pas la première fois que je me retrouvais face à des gens qui n'aimaient pas les films que j'aimais, mais enfin voilà, et je pense que ce type d'expérience là, bon, j'ai pris celle-là parce que c'est celle dont je me souviens le mieux, elle est assez fondatrice, parce que je parlais de la parole, donc il y a la transmission, il y a ça, mais il faut qu'à un moment donné il y ait une contradiction aussi, quoi, parce que enfin en tout cas pour moi, c'est-à-dire que la contradiction m'a fait avancer, et je pense que c'est à cause de ce genre de choses que j'ai écrit finalement, parce que ça me paraissait le prolongement logique de ce que j'avais commencé à faire de façon comme ça totalement informelle et sans structure. Mais bon, il y avait un moment donné, puis bon après voilà, j'ai eu un peu de chance, donc je me suis retrouvé au bon moment au Cahier du cinéma, et il y avait un peu de place, donc je me suis pas privé de prendre justement un peu de place dans la revue. Bon, mais aujourd'hui où effectivement je suis un petit peu plus loin disons de l'écriture critique telle que je la conçois, c'est-à-dire une écriture où on est quand même amené à parler du contemporain. Cela dit, aujourd'hui, le contemporain, ça peut être aussi bien des films de toute époque, parce que finalement, on est dans une période où le contemporain n'est plus forcément que les films qui sortent chaque mercredi. C'est beaucoup plus nébuleux d'une certaine manière. Enfin, c'est beaucoup plus large. Mais bon, en tout cas, parce qu'on serait absolument, c'est une chance en effet. Mais du coup, je pense quand même que pour moi, l'écriture critique, enfin telle qu'en tout cas j'avais envie de la pratiquer à l'époque quand j'étais au Cahier, c'était quand même d'essayer de configurer un peu le contemporain d'une façon pas de façon scientifique, loin de là, mais enfin bon, avec moi. Après, il y a un moment où moi j'ai probablement trouvé ma limite dans l'écriture critique, bon, aussi parce que j'ai effectivement fait des films et que ça me paraissait plus tout à fait compatible. Et puis il y a eu un après ça qui n'est pas, enfin je veux dire, j'ai renoncé à rien, mais enfin voilà, je me retrouve dans une pratique aujourd'hui qui est assez différente, parce que mes 3 principales activités, c'est la radio sur France Musique, c'est sur Internet un site qui s'appelle Blow Up, où j'interviens régulièrement à travers des vidéos autour de la musique au cinéma, avec Clagier, donc voilà, absolument, avec des montages, bon voilà, et une voix off, et un ciné-club que j'ai commencé à animer il y a quelques mois à Paris. Alors le 15, je fais un peu de pub, j'en profite. Mais profitant, ouais. Donc tous un dimanche sur 2 à 11h pour ceux que ça intéresse, et finalement, en fait, là, d'ailleurs, hein. Bah oui, absolument. Mais là c'était un dimanche où j'avais congé, donc c'est pour ça que je suis avec vous. Et d'une certaine façon, c'est la continuation, comme disait l'autre, c'est que la diplomatie, je sais plus si la diplomatie c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens ou l'inverse, mais bon, d'une certaine façon, il y a un moment où c'est devenu la continuation de la même pratique, mais par d'autres moyens, par d'autres formes, parce que déjà, par exemple, Internet, c'est intéressant, bon, enfin, on pourra en reparler, j'imagine, mais sur Blow Up, alors moi je suis pas ni blogueur, effectivement, ni j'ai pas créé de chaîne YouTube comme d'autres ou ce genre de pratique, mais je m'aperçois quand même qu'à travers les montages que j'ai fait sur Blow Up, je touche un public différent, c'est-à-dire que il est arrivé parce que effectivement je me suis retrouvé une fois avec Luc Lagier au festival de Belfort, où il y avait eu une carte blanche à Blow Up, donc comme j'étais là aussi pour autre chose, je me suis inséré dans ce débat, et il y avait une salle assez pleine d'ailleurs de gens qui avaient en moyenne d'âge 25 ans, donc
pour moi qui commence à en avoir un peu plus, ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, bon, quand même, là, il y a un endroit où on touche quelques personnes, où il y a un dialogue intergénérationnel. Ouais, si on c'est peut une dire. question qui nous préoccupe beaucoup aussi. On avait consacré une émission donc avec Jean-Baptiste Auré sur cette question-là de la cinéphilie, et que lui, il avait sorti cette fameuse phrase la cinéphilie n'est plus un espace commun, où on sent que ça s'est vraiment resserré sur une classe non pas une classe, mais vraiment les cinéphiles spécifiquement, et on sent que au-delà des gens qui se définissent comme cinéphiles, le cinéma a du mal à toucher, on a moins envie d'écouter, de lire et tout ça. Je crois que c'était Toré qui disait ça devient un petit peu comme presque la musique classique, ou comme le jazz, ça devient un truc complètement d'initié. Et c'est vrai qu'Internet, moi je ressens ça. Je pense que les cahiers du cinéma, par exemple, il y a beaucoup moins de tirages, toutes les revues de cinéma où il y a beaucoup moins d'espace consacré à la critique de cinéma. Par contre, c'est vrai que si on met ça en relation avec Internet, il y a une explosion, quoi. Il y a une explosion particulièrement sur les contenus YouTube. On sent que c'est beaucoup vu, beaucoup regardé. Blow Up, c'est aussi une nouvelle façon de parler de cinéma, uniquement presque par l'image, même s'il y a des commentaires et compagnie. Et là, il y a quand même, on sent un écho. Mais est-ce que ça va dépasser le cercle des purs cinéphiles ou devenir aussi quelque chose de purement de niche? C'est difficile à dire parce qu'on est dans un pays assez particulier par rapport au reste du monde. D'abord, il y a encore beaucoup de salles de cinéma, ce qui est pas vrai dans la plupart des pays, même européens. Il y a des classes cinéma au lycée. Il y a l'université, également. Bon, il y a encore en France l'idée que le cinéma est un truc un peu exceptionnel, qu'il faut peut-être pas préserver, parce que quand on commence à préserver les choses, ça veut dire qu'elles sont en train de disparaître. Mais bon, en tout cas, il y a encore une prise en considération que le cinéma est quelque chose d'important et que ça intéresse quand même un certain nombre de gens. Bon, et il y a quand même des gens jeunes qui, il y a toujours l'idée on va faire du cinéma, ce qui est un peu une idée souvent un peu floue. Et comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais enfin, disons, il y a l'idée que, en tout cas, s'intéresser au cinéma, malgré tout, ça reste quand même une idée un peu partageable ou partagée, qui est pas complètement morte et qui est jusqu'à quand, j'en sais rien. Je suis pas forcément pessimiste de nature, donc je me dis donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Après, sur la question de la cinéphilie proprement dite, qui n'est pas tout à fait la même chose, disons, que l'intérêt pour le cinéma que peut avoir un tel, ou le fait d'aller à la base, la cinéphilie, de toute manière, c'était un truc de niche, hein. Oui. Donc on n'appelait pas ça de niche à l'époque, mais après, c'est vrai que le mot niche est un peu compliqué parce qu'on a vraiment, moi j'entends toujours à la niche, quoi. C'est-à-dire, donc du coup, il y a un truc un peu perturbant. Non, mais je veux dire, les cinéphiles, partons des années 50, qui est un peu, c'est pas le début, mais enfin, disons, c'est quand même un moment important. Ils étaient peu nombreux, ils étaient assez déterminés, ils avaient quelque chose à conquérir, donc évidemment, ça a été important. Et peu à peu, le cinéma est devenu effectivement un truc auquel s'intéressaient les classes moyennes cultivées, dans les années 60 notamment, parce qu'il y avait effectivement le cinéma, un certain type de cinéma moderne, Antonioni, Godard et d'autres, Bergman, ainsi de suite, qui étaient des cinéastes qui, René, je sais pas, récemment, Marianne Bad est ressortie en salle et en DVD, et Catherine Robbe-Grillet, donc la femme de Robbe-Grillet, racontait qu'à l'époque, effectivement, il y avait des articles dans Le Monde. Enfin, il y avait, il y avait un écho. Donc ça, effectivement, ça n'est plus vrai, puisque de fait, le cinéma est là de manière ambiante, mais il n'y a plus cet écho. C'est peut-être ça que voulait dire Jean-Baptiste Auré, c'est-à-dire que l'espace commun, effectivement, il était là à un endroit dans les années, particulièrement des années 60-70, mais peut-être qu'au fond, c'était une exception, c'est-à-dire que c'était une parenthèse et qu'au fond, on revient aujourd'hui à un état qui n'est pas le même du tout qu'au début, mais enfin, disons qu'il y a en tout cas un endroit où il y a un certain nombre de gens. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a à conquérir aujourd'hui par rapport à tout ça. Ça, c'est un autre débat. Comme on est dans une époque extrêmement horizontale où tout est un peu dans tout et réciproque est vrai, on ne sait plus très bien exactement qu'est-ce qu'il faut, à quoi, je ne sais pas quel est l'espace à conquérir, la frontière à atteindre. C'est vrai que ça c'est devenu compliqué. Donc de fait, c'est en ce sens-là aussi probablement qu'il y a une certaine mélancolie chez Jean-Baptiste Auré ou chez d'autres, parce que on ne sait pas exactement
quelle est l'étape prochaine, et est-ce que ça va être la disparition et qu'on va se retrouver comme une tribu vraiment dans une réserve comme les Indiens, ou quelque chose qui va au contraire à un endroit reconquérir un espace, je sais pas, c'est très compliqué parce que c'est une époque où c'est un peu le bordel, il faut le dire quoi, pour aller vite, et du coup c'est ça qui rend aussi l'analyse complexe du paysage d'aujourd'hui quoi. Et pour revenir sur ce que tu dis, Franck, tout à l'heure tu parlais du fait de évidemment penser au lecteur quand tu écris, mais justement toi ce lecteur là, ça serait déjà quelqu'un qui connaît Fuller, ça se destine justement à un petit groupe, où tu cherches justement à toucher un public plus large qui peut-être ne connaîtrait pas Fuller. Tu te poses cette question-là justement à l'écriture. Enfin, c'est une question qui vaut évidemment pour les autres invités sur n'importe quel sujet, je pense. Enfin voilà. La question que je me pose déjà, c'est la question de la clarté de ce que j'écris. Et ça veut dire aussi s'adresser à des gens qui ne connaissent pas forcément les films. Justement, ça veut dire faire en sorte que les livres en général ou les articles soient lisibles par des gens qui n'ont pas vu les films avant. Même si on espère qu'ils en ont vu certains, bien sûr. Et l'idée, et surtout pour Fuller d'une certaine manière, il y avait vraiment quand même aussi pour moi l'idée de c'est pas vraiment de le remettre à sa place, les gens n'ont pas des places comme ça, mais en tout cas d'aborder l'ensemble de son œuvre, il savait aussi ce qu'il a fait sous forme écrite, et de peut-être parvenir à mettre en lumière son cinéma, parce que c'est vrai qu'encore une fois, il y avait un livre qui avait existé auparavant, et maintenant il y a eu des rétrospectives récemment qui ont été organisées à la Cinémathèque de Toulouse, à la Cinémathèque de Paris, qui ont attiré quand même pas mal de monde. Donc j'espère avoir contribué un petit peu à faire réévaluer son cinéma, à remettre en question quelques idées préconçues, si les gens avaient des idées préconçues, parce qu'évidemment tout le monde ne connaît pas Fuller, loin de là, ça reste, même si on connaît parfois un ou deux de ses films, grosso modo, je me suis très rapidement aperçu au fil de l'écriture et de mes travaux de recherche que même parmi les universitaires que je pouvais côtoyer, Fuller se limitait à 2-3 titres. Ça m'a surpris quand même en partie, donc je l'ai vite compris et je me suis dit qu'il fallait faire en sorte effectivement d'être clair et de présenter son cinéma alors de manière très concrète. Si on ne parle pas d'écriture, dans le livre, il y a une partie consacrée à la censure, au rapport de Fuller avec la censure. Et en fait, cette partie-là m'a non seulement servi à parler de ces problèmes-là en détail, mais aussi de présenter la plupart de ses films simultanément. Ça permettait d'avoir une porte d'entrée. C'est pas la première partie du livre, mais ça permettait, c'est aussi ça. C'est-à-dire, je fais en sorte vraiment de donner des résumés succincts à ce moment-là pour que ça puisse faire une première approche pour la suite du livre, sachant qu'effectivement il y a beaucoup de films, la plupart de ces films sont disponibles quand même maintenant en vidéo, donc c'est pas un grand oublié du cinéma, en tout cas en France. Malgré tout, on reste toujours de toute façon dans un cinéma dit de vieux films. Oui. Et donc évidemment il y a quand même toujours une frange de spectateurs, y compris parmi des gens âgés, qui s'intéressent avant tout au cinéma contemporain. Et donc, il y a quand même une difficulté là, a priori. Je ne parle même pas des étudiants, bien entendu, qui pour certains ne conçoivent pas qu'on puisse voir un film en noir et blanc ou un film avec des sous-titres. Mais il faut justement le faire, en sorte qu'ils aient contact avec ce cinéma-là. Mais il y a vraiment je crois, toujours un travail à faire pour ça, pour le cinéma, qui n'est pas disponible. Qui n'est pas visible, disons, j'allais dire très visible. Mais la question que je me posais en fait, surtout, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas, que ça soit la critique à la radio, les livres sur le cinéma, est-ce qu'ils sont pas destinés justement à des gens qui connaissent déjà en fait le sujet, voire la critique, est-ce qu'elle n'est pas pour la critique elle-même en fait? Est-ce qu'on n'en est pas arrivé là en fait à avoir vraiment réduit en fait le champ des auditeurs, des lecteurs, finalement des cinéphiles? Et est-ce que tous les écrits qu'on peut faire sur le cinéma, toutes les paroles qu'on peut avoir sur le cinéma ne sont pas destinés finalement à des gens qui sont déjà convaincus ou connaissent déjà Théoriquement, non. Pour rebondir sur ce que disait Thierry, il y a ce côté atomisé en fait aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un peu de mal à retrouver ces billes par rapport à la grande époque où les choses étaient plus claires. On disait par exemple à l'époque, un critique des années 50-60 pouvait avoir une vision globale du cinéma mondial.
Parce qu'il y avait des cinématographies qui étaient absolument invisibles, donc le cinéma était une espèce de tout. Aujourd'hui, d'abord, le cinéma a quasiment deux fois plus âgé, et on voit des films qui viennent de partout, d'Inde, de Chine, tout ça, c'est des choses qui ont complètement explosé. Donc c'est devenu impossible d'avoir cette vision globale. Et effectivement, des gens peuvent s'intéresser à des choses qui n'intéressaient pas avant. Dans le cas de Corbucci, c'est du cinéma populaire. Le cinéma populaire, à l'époque, il était absolument pas considéré par la critique, on va dire officielle, j'aime pas le mot, mais la critique des années 50-60 ne s'intéressait pas à ce type de cinéma. Et aujourd'hui, on voit que ces choses-là reviennent, comme on voit par exemple, c'est assez étonnant, mais par exemple Louis de Funès a droit à des numéros spéciaux de Télérama. Aujourd'hui, c'est ça. Et ça fait redécouvrir les choses. Moi, j'ai des enfants qui ont 6 et 12 ans, ils connaissent Louis de Funès, ils voient ces films et ils les apprécient. Pourquoi pas? Moi, je les aimais bien à l'époque aussi. Je sais pas, je vois que par exemple, il y a une réévaluation, par exemple, de gens comme Henri Verneuil, les films avec Belmondo, ça revient. Donc, alors, il y a un côté un peu, on remet tout à plat, mais en même temps, on peut parler à nouveau de tout. Alors, c'est peut-être plus difficile de faire le tri, ou comme dit Jean-Baptiste Thorey, un certain cinéma qui avait une certaine aura à une époque, c'est pas qu'il n'existe plus, mais c'est qu'il se retrouve un peu noyé là-dedans, ce qui est un peu dommage. Du coup, je sais plus où je voulais en venir. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense pas que le discours critique est atomisé, mais en même temps, tous les différents morceaux continuent à s'adresser à des gens qui ne connaissent pas ça, et on peut à nouveau faire passer les choses. Alors, c'est peut-être vrai c'est vrai pour Fuller. Corbucci, moi j'ai eu le problème, c'est que Corbucci, il a fait 66 films, les 2 tiers sont à peu près invisibles. Alors là, du coup, ils sont pas édités. Il y a même certains, une bonne partie, sont même pas sortis en France. Donc, comment on amène les gens à s'intéresser à ça? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Si j'ai essayé, en tout cas, non, je sais pas encore aujourd'hui comment on peut faire, mais j'ai essayé. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin, essayer de montrer ce que pouvait être le cinéma italien populaire de l'époque. C'est ça qui était intéressant, et essayer d'y intéresser les gens. Il y a eu une rétrospective à Paris en juillet. Ils ont montré un peu plus de 30 films. Donc, ils ont aussi montré. Donc, le livre viendrait en complément d'opérations comme celle-là. Peuvent venir en complément de ce que font des éditeurs DVD, parce qu'aujourd'hui, des éditeurs DVD sortent des films quand même rares, et ils les sortent souvent de manière luxueuse. Enfin, quand on voit ce qui se fait sur quelqu'un comme Bruno Mattei, par exemple, bon là on a ressorti un western de Sergio Solima, c'est sorti aussi luxueusement qu'on sort La Porte du Paradis, par exemple. Ouais, mais par Quasiment. contre, alors que Rio Bravo va sortir pas du tout luxueusement. Ça c'est quelque chose qui est assez drôle, c'est que il y a vraiment, et je pense que ça peut rejoindre aussi la discussion qu'on a, c'est que est-ce que maintenant, enfin, j'ai l'impression que tous les combats ont été gagnés en fait. C'est qu'il y a un moment, il y a eu cette cinéphilie dissidente qu'on, pour aller vite, on pourrait appeler la génération Starfix un petit peu, qui a essayé de remettre au goût du jour. Et Fuller, ce n'est pas son rapport non plus, parce que Fuller, il y avait vraiment un côté très militant de la part d'une génération des cahiers du cinéma de valoriser beaucoup l'aspect série B très direct de Samuel Fuller. Et plus tard, dans les années 80, il y a eu une volonté très militante cinéphile de revaloriser tout ce qui était du cinéma de l'ordre du cinéma populaire bis. Corbucci en faisait partie, notamment les Lucio Fulci. Et maintenant, c'est vrai que on est arrivé à après, il y a eu les effets Tarantino qui d'un coup remettaient au goût du jour, et Corbucci en fait partie aussi, parce qu'il lui a emprunté un titre de l'un de ses films. Fuller, on sait que Tarantino est fan, mais malheureusement pour Fuller, peut-être qu'il l'a pas cité assez explicitement pour que des jeunes générations se penchent sur Fuller, alors que probablement que les fans de Tarantino se sont plus plongés dans Corbucci que dans John Ford, par exemple, qui est moins cité maintenant. Mais peut-être qu'il y a un effet de cycle, parce que par exemple aujourd'hui le cinéma muet par exemple revient quand même. Moi je vois il y a des ciné-concerts, des choses vraiment magnifiques qui sont faites. Bon, il y a ce festival très connu là, c'est pas Pordenone, je crois, c'est ça. Oui. En Italie. Oui. En Italie, voilà, qui remet. Enfin, on montre. Oui, il cinéma Ritrovato, c'est ça. Donc il y a des choses qui reviennent. Là, par exemple, moi je me suis intéressé à la période précole américaine, c'est-à-dire 29-34. Il y a des collections, on ressort les films. Il y a des bouquins qui sont faits. Donc il y a peut-être des effets de cycle. Peut-être qu'aujourd'hui, Rio Bravo, il a eu son heure de gloire il y a 20 ans. Ça va peut-être revenir. Enfin, personnellement, j'espère. Ça serait bien. Mais je me souviens de John Carpenter, le présentant dans les années 80 au Torino Film Festival, par exemple. C'était un grand moment. Donc
peut-être qu'il y a aussi des effets de cycle. En ce moment, c'est vrai qu'on se dit, voilà, on ressort les classiques de Fulci en Blu-ray avec des super éditions, et les gens les achètent. Enfin, il y a un marché quelque part. Peut-être que tout simplement, en ce moment, on est pour un certain cinéma, on n'est pas dans la bonne phase. Mais ça va peut-être revenir. Jean-Pierre Dionnet, qu'on avait interviewé, qui nous avait dit, mais moi je me sens presque coupable parce que j'ai hyper milité sur Canal+ pour défendre ce cinéma-là dans son ciné-club, cinéma de quartier. Et maintenant j'ai qu'une envie de dire, mais moi je défendais ça parce qu'il fallait le défendre, mais John Ford c'est mieux que ce que j'ai défendu, c'est beaucoup mieux. Il faut commencer par ça, alors que maintenant c'est pas vu, quoi. C'est marrant parce que Jean-François Roger, programmateur à la Cinémathèque, et auteur de quelques livres, m'a dit un peu la même chose. Parfois avec le Cinéma Bis, il a mis en place les séances de Cinéma Bis à la Cinémathèque il y a assez longtemps, à l'époque où c'était pas tellement d'actualité. Donc c'était novateur, nouveau. Et aujourd'hui, il renie pas, mais effectivement, je crois qu'il a un peu le même souci Lyonnais sur la question de la hiérarchie. Et moi, j'avais écrit un texte il y a une vingtaine d'années, ça devait être en 96 ou 17, je sais plus, suite à la participation d'ailleurs à un colloque à l'Institut Lumière, je me rappelle, sur la cinéphilie déjà. Il y avait déjà des colloques sur la cinéphilie à cette époque-là, et où j'essayais déjà de voir un peu ce que c'était que cette dérégulation qui commençait à arriver, même si on n'y était pas encore. Je dis dérégulation parce qu'au fond, oui, il y a eu un moment des hiérarchies qui étaient assez affirmées, puis à un moment donné, ces hiérarchies ont été pas complètement détruites non plus, il ne faut pas exagérer, mais enfin en tout cas il y a quelque chose qui s'est élargi, qui s'est horizontalisé encore une fois. Et je me souviens que dans ce texte, de mémoire comme ça, j'étais ambivalent, c'est-à-dire que j'étais sur l'idée que enfin on allait être un peu décomplexé ou déculpabilisé d'aimer ou de parler de certains objets qui étaient pas nobles, des mauvais objets. C'est vrai que l'exemple de Funès est intéressant parce que moi je suis assez relativement de Funès dans l'esprit, mais c'est intéressant parce que je fais une petite parenthèse parce que à mon avis ce qui s'est passé avec de Funès c'est qu'on a vu que c'était une sorte d'auteur finalement. La politique des auteurs s'étend aussi à la politique des acteurs, comme disait Luc Moulet dans le temps, et du coup de Funès est devenu une espèce d'auteur en soi dans des films qui sont plus ou moins bons, plus ou moins mauvais, enfin peu importe, mais en tout cas lui il a émergé dans cette comme auteur d'une certaine façon. Et donc pour revenir sur ce texte que personne n'a lu, non mais que en tout cas il doit être dans le recueil. Effectivement, donc j'étais à la fois me félicitant ou trouvant qu'il y avait une espèce d'appel d'air dans cette idée que tout d'un coup on n'allait pas plus être uniquement dans la hiérarchie qu'on connaissait par cœur, et en même temps pointant, me semble-t-il, le danger que effectivement tout est dans tout se vaut, et qu'on sache plus effectivement exactement si. Mais Tarantino, il a quand même beaucoup contribué à ça, à la dérégulation, parce que lui-même. Corbucci, il a fait revenir Corbucci sur le devant de la scène, ne serait-ce qu'en faisant un Django Unchained, qui est pas tout à fait du tout d'ailleurs le remake de Django, mais enfin peu importe. Mais enfin, il a parlé de Corbucci, ça semble être un de ses cinéastes de prédilection. De toute façon, il était un peu lui aussi l'introducteur du Loup dans la bergerie, du cinéma bis et ainsi de suite. Bon, ce qui est d'une certaine manière très très bien. Hein. Je veux dire, moi j'aime beaucoup certains films de Corbucci, donc le problème n'est pas là. Mais on a parfois effectivement le sentiment, quand on entend parler Tarantino, que Corbucci c'est quand même beaucoup plus important que John Ford ou autre. Il l'a quasiment dit dans certaines interviews. Donc c'est toujours un peu le problème. Ça ne enlève rien, évidemment, Vincent. Tu veux qu'on va crabasse sur John Ford, je suis un Fordien fanatique. Je sais que tu es très Fordien, donc c'est pour ça que je rebondissais sur cet exemple-là. Donc la question, ça n'enlève rien au fait que c'est extrêmement intéressant de faire un travail sur Corbucci, parce que évidemment c'est un cinéaste qui méritait qu'on s'y intéresse davantage, et aussi par rapport à Léon, qui a été lui toujours célébré, qu'il l'est en ce moment à la Cinémathèque. Il y a une exposition à Paris. Bon, et c'est un cinéaste quand même. Lui, du coup, il n'a jamais complètement disparu, il a toujours alors que Corbucci a fait des films qui me paraissent tout à fait au niveau des premiers Léon, même pour moi supérieurs aux deux premiers Léon, Django ou Le Grand Silence. Pour moi, c'est des films supérieurs à pour quelques dollars de plus et pour une poignée de dollars. Bon, mais il y a quand même, voilà, à un moment donné, est-ce que quand même, effectivement, John Ford, Mizoguchi, Lang, j'en sais rien, quelques autres, c'est pas quand même un peu bon. En tout cas, il faudrait quand même qu'on puisse le connaître. C'est-à-dire que toi, tu peux écrire sur Corbucci parce que tu sais aussi que John Ford existe, et ça, c'est aussi le problème. Est-ce que dans la culture du cinéma bis, parfois, Corbucci n'étant pas exactement non plus un pur cinéma bis, il n'y a pas un peu l'idée que ceux qui s'y intéressent, ceux qui s'emparent de ça, finalement, ils savent pas ce qui s'est passé avant, ou ils savent pas d'où ça vient, quoi. Corbucci, je pense que lui, il savait d'où il venait, quoi. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est le fait
qu'il y a aussi des chapelles en fait là-dedans dans le cinéma bis, et c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple moi j'ai toujours été surpris par le fait que quand tu discutes avec des fans de western européens, ils ont beaucoup de mal avec le western classique, ils le connaissent pas ou ils l'aiment pas, et en fait ils l'ont apprécié en réaction. Et inversement, il y a un forum sur le western qui est assez connu sur Internet. Les fans purs et durs de Walsh et de Ford ne supportent pas de regarder même un Léon. Ils ont beaucoup de mal. Et moi, qui ai toujours aimé, qui aimait les deux, parce que quand j'étais gamin, j'allais voir les films de Léon au cinéma et Ford, je le voyais à la télé. Moi, j'essaie de faire la synthèse. Peut-être qu'on est encore dans cette période. Peut-être que le péché originel, c'est d'avoir aussi culpabilisé à un moment beaucoup les gens. C'est-à-dire que dans les années, moi, quand je relis les textes, je me suis amusé à faire le retour critique de l'accueil de Corbucci en France dans les années 60, là où vraiment ces films sortaient. C'est tout juste, je crois que dans les cahiers du cinéma de 64, ils font un panorama du cinéma italien et ils disent, bon, il y a des metteurs en scène, on n'en parle même pas parce que ça vaut pas la peine, et dedans il y a Corbucci par exemple. Donc même, c'était vraiment la ligue, quoi. Et c'était valable pour un tas de choses, pour les films de la Hammer, les gens autour du Midi-Minuit. Par exemple, ils ont fait pourquoi on a créé Midi-Minuit, parce que personne ne voulait parler de Terence Fisher, parce que le cinéma d'horreur, c'était aussi du cinéma populaire dans des salles déclassées, etc. etc. Donc peut-être qu'il y a eu une période où on culpabilisait un peu, les gens se sentaient culpabilisés. Et puis, évidemment, il y a eu une espèce de choc en retour. Et aujourd'hui, il faudrait rééquilibrer pour essayer de voir effectivement ces cinéastes qui savaient effectivement, comme tu dis, d'où ils venaient. Léon était un fan de Ford. Corbucci, on trouve du Hawks, des citations de Hawks dans ses films. Ils ont été élevés par ces cinéastes-là, donc ils savaient d'où ils venaient effectivement. Mais au-delà de la hiérarchie, il y a quand même une période où on a quand même accès à un nombre incalculable de films, plus qu'avant. Et au-delà de certains cercles, où les Parisiens, par exemple, qui pouvaient accéder grâce à la cinémathèque à un certain nombre de choses. Donc il y a une multitude de possibilités. Avec justement cette dérégularisation, il y a un problème de repère, clairement. C'est ça le problème, et c'est ça où la critique peut avoir un rôle du coup. Oui. Pour remettre les choses en perspective, orienter les gens vers des choses qui sont justement, comme dans le cas de Corbucci, qui l'ont nourri et que les gens ne connaissent pas, mais il y a vraiment une volonté. Par exemple, Joe Dante, par exemple, aux États-Unis, s'en est aperçu il y a une dizaine d'années en rentrant en contact avec des gens dans les studios. Il s'apercevait que les gens à qui il parlait n'avaient plus les mêmes repères que lui. Il parlait de films, il pouvait parler d'un Ford par exemple, et il voyait dans leur regard qu'il y avait un vide, quoi. Ouais. Donc il s'est dit à ce moment-là qu'il essayait de faire quelque chose. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un site où il y a des bandes annonces, plein de bandes annonces, avec des gens, des invités, des gens qu'il connaît, des gens plus ou moins célèbres, qui viennent commenter les bandes annonces. Donc c'est une démarche pédagogique en fait qu'il a entamée, et lui c'est vraiment une suite logique de son activité de critique dans la fin des années 60, début des années 70. Donc il a senti ce besoin lui, en tant que cinéaste. Et je pense qu'effectivement là, la critique a vraiment un rôle à jouer en ce moment. Est-ce qu'elle n'a pas une responsabilité même Parce que de toute façon, c'est justement la critique qui va entre guillemets, même si quelqu'un comme Tarantino, certains metteurs en scène qui vont populariser d'autres cinéastes ou une histoire, évidemment, ont aussi leur rôle à jouer. Mais est-ce que le critique ou l'écrivain de cinéma a pas une où est sa part de responsabilité justement dans le fait qu'aujourd'hui, on va pas avoir un très bel ouvrage sur Walsh, alors que justement sur Corbucci, je prends l'exemple de Corbucci parce que c'est devant moi, mais il est là. Mais alors Walsh par exemple, on a rien aujourd'hui qui. C'est marrant parce que récemment dans les cahiers du cinéma, donc la revue où j'ai officié il y a déjà pas mal d'années, il y a eu un long article sur Jess Franco, qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Mais alors c'était assez marrant parce que là, jamais on aurait pu imaginer un article sur Jess Franco dans les cahiers, même à l'époque où j'y étais assez actif. Mais moi j'étais plutôt assez ouvert. Je pense que j'étais pas très ultra rigide. Mais Jess Franco, que je connaissais pas non plus extrêmement bien à l'époque, mais enfin bon, ça m'intéressait. J'avais dû voir un ou deux films, mais je connaissais pas très bien. Je pense, j'aurais pas imaginé qu'il y aurait eu 10 pages sur Jess Franco un jour dans les cahiers. Bon, il y a eu. Bon, et évidemment, ça étonne, c'est marrant parce que ça étonne tous les bisseux en fait, oui, là, parce que l'ennemi ça a toujours été les cahiers du cinéma. Bien sûr. Pour cette génération Star. Oui, mais c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait il y a plus d'autorité, tout le monde est voilà, donc du coup d'une certaine manière les cahiers se sont effectivement emparés de ça. Non mais on est face à plusieurs problèmes en même temps, donc c'est assez compliqué parce que par rapport aux classiques dont on parlait, Ford, on a pris Ford comme exemple, enfin on aurait pu dire Lang ou d'autres, c'est quand même le problème, c'est d'arriver
à faire que ce soit pas des statuts du commandeur ou des objets d'études universitaires purs et durs, et que on continue à avoir un rapport vivant avec ces films. C'est-à-dire que c'est pas le problème on sait très bien l'enseignement à la littérature à l'école, au collège, lycée, c'est souvent que effectivement on peut lire éventuellement, au meilleur des cas, je sais pas, Balzac, Stendhal ou j'en sais rien, ou Baudelaire, mais qu'au fond le rapport qui se crée avec ces auteurs-là est très figé, un peu mort. Voilà, donc c'est pas. Après, ça n'a pas d'impact sur finalement la vie d'adulte de la plupart des gens qui ont reçu cet enseignement-là. Donc, est-ce que on est face à, enfin, en tout cas, à un moment donné, on a été face à cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que ça va pas devenir la Pléiade, le Panthéon, les classiques, machin, qui font qu'à un moment donné, bon, on se dit ah bah ouais, ok, c'est bien, mais enfin bon, on s'en fout un peu parce que c'est loin et que et comme effectivement ils sont recouverts par effectivement d'autres objets d'études qui sont effectivement plus excitants, parce que quand on connaît bien Ford, Lang ou je ne sais qui, enfin qu'on en a vu pas mal de films au moins en tout cas, on a envie de voir autre chose. Effectivement, on a envie de voir Corbucci, on a envie de voir voilà des cinéastes qui sont c'est un peu excitant parce que en fait, mais parce qu'on connaît aussi assez bien éventuellement les autres derrière. Donc moi j'ai l'impression que l'enjeu, c'est peut-être aujourd'hui, c'est aussi d'arriver à redonner une vie propre à des grands cinéastes de l'histoire du cinéma qu'il faut réussir à oui, je vais pas y arriver. Dépanthéoniser. Et enfin, en tout cas, à rendre de nouveau vivant dans le paysage contemporain. Et c'est pas facile, même si moi, à travers l'expérience que j'ai commencé il y a quelques mois du ciné-club là que j'anime à Paris, bon, je vois qu'effectivement, alors moi, effectivement, étant donné que c'est le dimanche matin dans le 6e arrondissement, c'est vrai que je passe pas de film de Corbucci pour l'instant, mais enfin, j'exclus pas de le faire. Mais enfin, disons que moi, mon truc, c'est de me dire, bon, bah, je passe un film de Bergman ou un film de, je ne sais pas, Mizoguchi, j'ai déjà fait ça, par exemple. Je revois le film avec les spectateurs et j'essaye de redonner et que dans la discussion, il y a un truc vraiment vivant qui se passe. Et, bon, moi, c'est vraiment un truc important pour moi parce que c'est ça qui peut-être fait qu'à un moment donné, les gens, bon, malheureusement, enfin, je dis pas malheureusement, les gens sont pas tous à 11h le dimanche, effectivement, on n'a pas beaucoup les gens de 18 ans, mais papa, ça arrive parfois qu'il y en ait quelques-uns qui soient égarés, mais puis bon, sur certains films, effectivement, quand je passe The Swimmer de Franck Perry, bon, qui a fini à été redécouvert. Bon, il y a peut-être un peu plus de gens qui sont de ce style-là, mais ouais, en tout cas, voilà, c'est redonner cette dimension vivante à des cinéastes qui existent, qu'on connaît de nom, qu'on sait vaguement qui, voilà, et dans le meilleur des cas d'ailleurs, mais que ça soit quelque chose qui soit pas figé non plus dans le ciel, voilà, des grands cinéastes. C'est vrai qu'il y a cette question aussi beaucoup des chapelles en ce moment, et c'est vrai que le cas du cinéma italien est assez intéressant parce que dans les années 70, il y a une sorte de dialogue incroyable de toute façon entre le cinéma populaire de genre et compagnie et le cinéma qu'on appelait d'auteur, en tout cas avec les grands noms, Antonio et tout ça, où tout ça dialogue. Enfin, on parlait hier, tu faisais une conférence sur la musique du cinéma, Morricone qui fait à la fois la musique de Sergio Leone, d'un western italien et d'un film presque érotique. Et, on se dit, là justement, il a fait tout le monde. Oui, sur ces questions-là, en fait, c'est de, comment dire, de la hiérarchie, c'est pas intéressant et du coup tout dialogue et tout ça crée un environnement hyper fertile. Et je parlais de ça pour faire un point avec la réception critique et le discours critique en ce moment. On a l'impression que même le discours critique est très chapellisé, quoi. Enfin, je pense particulièrement à ce qui se passe sur Internet. Moi, je suis toujours. On sait qu'il y a des chiffres de vues hallucinants sur un nombre de youtubeurs cinéma. Il faut voir de ce dont ils parlent déjà. Moi, je pense que la plupart, ils en parlent pas très bien, mais surtout, ils ne parlent que d'un certain type de cinéma. Exclusivement. On sent très bien que le cinéma, en tout cas exploité exploité sous le label RSC en France, ne les intéresse pas. Ils ne le voient pas. Ils ne l'envisagent pas que quelqu'un comme Keshish peut être important. Je sais pas quoi. Ils ne le voient pas. Ils vont uniquement parler des blockbusters, des films de genre. En tout cas, toujours sur cette optique-là. Comme si justement cette cinéphilie-là dissidente de Starfix avait vraiment gagné complètement. C'est qu'il fallait faire du cinéma de genre avec spectaculaire et qu'il n'y avait pas ce dialogue avec le cinéma plus d'expression personnelle, mais ça veut rien dire. Après Starfix, moi j'étais très Starfix. Ah mais moi aussi, bien sûr. Ils défendaient aussi Michael Cimino beaucoup. Ils défendaient Zolaski. Voilà, ils ont défendu beaucoup de monde. Oui. Mais peut-être qu'il y a une manière, pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, Thierry, aussi sur la manière de parler des choses et de parler d'un œil neuf, en fait. Sur Ford, par exemple, ce qui est intéressant, c'est aussi de montrer comment il a infusé ailleurs, ou peut-être de le réaborder sous certains autres types. Moi, je me souviens, j'avais fait un débat sur
Le Sergent Noir, par exemple, parler de Woody Strode, savoir que Woody Strode, on le retrouve chez Sergio Leone, voir comment il traitait par exemple, la figure du noir, enfin comment ça avait été important. Il y a peut-être une manière de toucher les gens aujourd'hui en prenant d'autres axes. Chez Ford, par exemple, un axe qui a été rarement utilisé, c'est l'érotisme. C'est pas un cinéaste où on se dit tiens c'est un cinéaste très érotique. Pourtant plus je le connais et plus on redécouvre certaines œuvres un peu moins connues, plus on se rend compte que si il y avait quelque chose. Donc c'est juste un exemple comme ça, mais il y a peut-être un moyen aussi de refaire de nouvelles connexions, de parler d'une autre manière. Peut-être que la responsabilité, c'est un grand mot quand même. De rendre sexy John Ford. Mais exactement. Sexy. Non mais je peux le faire. Oui, non mais c'est clair. Mais bon, Ford, voilà, Mizoguchi, on redécouvre Ozu, il y a plein de films qui sont ressortis. Il y a sûrement c'était quand même une bonne nouvelle. 20 000 spectateurs pour voir des films d'Ozu. Donc c'est qu'il y a un nouvelle de l'été, tu dis c'est dingue. Moi je vois, enfin voilà, qui c'est qui parlait hier de montrer Ghost de Tokyo à ses enfants. Voilà, il y a des choses, à faire. Il y a des pistes, il y a des choses à faire, des choses à réinventer. Parce que et sur les nouvelles générations, on a parlé d'éducation à l'image. Voilà, moi c'est quelque chose que je fais avec mes enfants et je me rends compte qu'aujourd'hui la nouvelle génération, on peut lui montrer des tas de choses, ils sont réceptifs. Comme on l'était à leur âge, il n'y a pas de raison. Oui, mais il y a un sens de l'histoire aussi qui se perd tout le temps. Et ça, c'est important. C'est vraiment... justement, tu parlais de John Ford, par exemple. Tu peux effectivement parler de certaines d'évolution de certaines choses. Et les gens ne sont pas vraiment conscients. Ils voient les films des 20, peut-être, dernières années au maximum. Pour certains, comme les youtubeurs, certains, en tout cas, sont vraiment très centrés sur certains types de films, sur une période, sur les films actuels. Et au-delà, peut-être, des films de Spielberg, pour eux, il y a un no man's land. Et en fait, c'est des gens aussi qu'il faut voir, c'est pas pour prendre leur défense, absolument pas d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas par exemple le cinéma avant les années 80. Il y en a beaucoup aujourd'hui sur YouTube, avant les années 80 il s'est rien passé presque. Mais il faut voir que c'est des gens du coup qui parlent de films quand même, qui sont sortis 20 ans avant leur naissance. Moi je sais que j'ai mis un peu de temps avant de découvrir des films qui étaient sortis 20 ans avant ma naissance aussi. Oui, bien sûr. Il y a ça qui se passe. Alors, je cherche encore une fois pas à prendre la défense de gens qui devraient connaître. Tout le monde devrait connaître John Ford. Non, mais il y a une évolution. Enfin, on en a parlé, je crois, ce week-end je sais plus pourquoi, de TF1, si à propos de Jean Douché. Des ciné-clubs de Jean Douché. Avant la privatisation. C'est-à-dire qu'à une période, quand même, dans les années 80, sur TF1, sur les chaînes, on avait Citizen Kane à 20h30, on avait des films de René à 20h30, on avait des films de Godard à 20h30. C'est-à-dire des films qui étaient accessibles au plus grand nombre. Ouais, mais là, et c'est plus le cas. Il y a Arte, bien sûr, mais Arte a une mauvaise réputation, à tort, bien entendu. C'est surtout que les plus jeunes ne regardent pas la télé, je pense. Oui, aussi, il y a aussi ça maintenant. Maintenant, on est à un autre stade, effectivement. Et c'est vrai que par contre, sur Netflix, je sais que là, par exemple, Netflix qui produit le montage du coup du dernier film, du film inachevé de Wells, va du coup avoir tout le catalogue d'Orson Welles dans son truc. Mais il faut voir que Netflix, en cinéma de patrimoine, c'est extrêmement pauvre. Oui. Il y a beaucoup de films, mais c'est rare de voir des films de patrimoine, quoi. Et là, ils vont avoir forcément, vu que c'est leur ligne éditoriale, ils vont prendre tous les films d'Orson Welles et on peut se dire, voilà, les gens vont pouvoir découvrir Orson Welles, les abonnés Netflix vont pouvoir voir Citizen Kane, vont pouvoir voir La Splendeur d'Amberson, vont pouvoir voir Macbeth. Peut-être quoi. Enfin, mais du coup, on n'est plus dans ce truc du flux de la télévision. Oui. Quoi. C'est une démarche, il faut aller le prendre, c'est de la VOD, mais c'est différent. C'est vrai que le travail ce que tu disais effectivement sur TF1 est un fait. Mais moi, je pourrais dire en tant que provincial, j'étais à côté de Nantes dans ma jeunesse. J'étais formé par Patrick Brion. Alors, évidemment par le cinéma de minuit, Claude Jean-Philippe également, mais aussi par les films qui passaient à 20h30 sur France 3. Et notamment, je pense à un cycle Minelli. Qui est un de mes cinéastes favoris en plus, je ne le savais pas encore à l'époque, mais il allait le devenir, et je pense que c'est grâce à ça. C'est-à-dire, il passe pendant 15 semaines 15 films de Minelli. Alors certes en VF, parce qu'effectivement c'était quand même à 20h30 parfois et qu'il fallait quand même passer de la VF, mais malgré tout c'était quand même assez admirable comme travail, parce que moi ça m'a quand même formé, quoi. Je veux dire, en l'absence effectivement d'internet à l'époque et ainsi de suite, et étant dans un endroit où j'avais pas accès à tous les films loin de là, c'est vrai que tu découvres Minelli. Quand même, tout d'un coup, si ça te touche un peu à t'as 16-17 ans, voilà, il y a un truc qui se passe. Et effectivement, ça n'existe plus aujourd'hui de cette façon. Parce qu'effectivement, on n'a jamais pu voir autant de films. Enfin, l'accès est massif. On peut voir toute l'histoire du cinéma légalement, illégalement, sous tous les formats, surtout en France, où il y a, encore une fois, on a la chance d'avoir un nombre de salles importantes et quand même des films parfois anciens qui passent. Mais en même temps, je pense que la question de l'histoire, oui, c'est une question centrale. Mais c'est une question centrale dans toute la société, je pense d'ailleurs, et dans toute la société en ce
moment, pas seulement sur le cinéma. Moi, je pense que c'est vraiment une des questions. On voit bien que c'est aussi ça qui favorise le populisme, l'absence d'histoire, enfin l'absence de connaissance d'histoire. Enfin, je vais pas me lancer là-dedans. Mais il va malheureusement falloir qu'on se quitte. On est en train de dépasser notre horaire. Merci à vous tous. Merci Thierry Jousse. Merci Franck Lafont. Merci Vincent Jourdan. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission, donc en direct de Radio Bartas. Merci à notre technicien de nous avoir aidé. On se quitte avec un extrait de La Maman et la Putain de Jean Eustache. Merci de m'avoir aidé. Mais on n'a pas besoin de t'aider, t'es fort, tu sais. Je m'excuse encore une fois pour mon attitude déplorable lors de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir. Des bisous. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Aller au cinéma? Il y a quelque chose à voir? Je ne sais pas, je regarde. Vous voulez voir La classe ouvrière va au paradis? La classe ouvrière va au paradis d'Elio Prétry, film essentiellement politique qui, tout en dénonçant les servitudes de la condition ouvrière, s'efforce de définir une nouvelle conception des rapports humains. Ni tract, ni reportage, ni exercice de rhétorique. Ce film est un vrai film, c'est-à-dire une œuvre élaborée, composée, rythmée, qui nous fait puissamment ressentir les obsessions et les contradictions du personnage principal, son âpreté au gain, puis cette impression qu'il éprouve que son cerveau s'évade, qu'il perd sa conscience d'homme, la confusion de ses idées, ses poussées de fureur, de démence. Ça se fait en intérieur. On va faire encore regarder la télé. On peut faire... Au moins Belmar et Guilux portent leurs conneries sur leur visage, c'est plus. Oui, mais enfin c'est plus souvent à l'intérieur, dirons-nous.